Suite à des petits soucis de droit d'auteur, je me trouve obligé de re-uploader cette vidéo sur le PSG1. J'ai dû couper un petit bout, mais ça n'a quasiment rien changé. Donc n'hésitez pas à la voir et maintenant revoir. Et on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui une arme extrêmement célèbre, le fusil de précision allemand PSG-1. Malgré sa très forte présence dans des œuvres de pop culture, il n'est pas très facile de trouver des informations techniques et historiques sur cette arme. On va donc voir dans cette vidéo la raison de son développement, comment ce fusil fonctionne, et comment se fait-il que cette arme développée dans les années 70 soit toujours d'actualité. Avant de se plonger dans l'histoire du PSG-1, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je remercie celles et ceux qui l'ont déjà fait. Le développement du PSG-1 et d'autres fusils de précision allemands comme le Walther WA-2000 est en quelque sorte la réaction à la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich le 5 septembre 1972. Au cours de ces Jeux, 8 terroristes de l'organisation palestinienne Septembre Noir ont pris en otage des membres de l'équipe olympique israélienne. Le bilan de cet attentat, que l'on appelle également le massacre de Munich, est l'assassinat de 11 membres de l'équipe d'Israël et la mort d'un policier ouest-allemand. Sur les 8 terroristes, 3 ont été capturés et les 5 autres ont été tués par les forces de l'ordre. Cet événement a souligné le manque de préparation de l'Allemagne de l'Ouest pour lutter contre ce genre d'attentat. En effet, les policiers ne disposaient ni de l'équipement, ni de l'entraînement nécessaire pour répondre à ces situations. C'est cette prise d'otage qui a entraîné la création du GSG 9, qui est le groupe d'intervention de la police allemande. D'un point de vue matériel, le massacre de Munich a mis en avant le besoin d'avoir un fusil capable de tirer avec précision à plusieurs centaines de mètres. Cette distance peut sembler énorme dans un contexte non militaire, mais un lieu comme un stade olympique nécessite cette capacité d'engager une cible d'assez loin. Les entreprises d'armement allemandes vont donc développer des fusils pour répondre à ce besoin. Mauser va proposer le SP-66, tandis que Walther va développer le fusil Bullpup WA-2000. Du côté de l'entreprise HK ou Heckler & Koch, on va aboutir au Precision-Schützengewehr 1 ou PSG-1, qui s'appuie sur le fusil G3, également développé par cette entreprise. Néanmoins, le PSG-1 n'est pas un G3 sur lequel on aurait monté une optique. Il existe des G3 équipés de lunettes, mais ils ne doivent pas être confondus avec le fusil de précision PSG-1, car il existe des différences mécaniques que j'aborderai un peu plus tard, et qui ont pour objectif de rendre le fusil plus précis que son homologue G3. Le PSG-1 commence à être adopté par l'Allemagne et par les forces de police de nombreux pays à partir des années 80. Il sera également fabriqué sous licence au Pakistan et au Mexique. Les forces de police utilisant le PSG-1 l'apprécient pour sa précision et sa fiabilité. Ce fusil attire également l'attention de certaines armées. Afin de répondre aux besoins militaires, HK doit modifier son arme, notamment pour la rendre plus résistante et plus solide. En effet, le PSG-1 a été conçu pour être utilisé dans le cadre des forces de police, mais pas pour subir le traitement d'une arme militaire. La version militaire du PSG-1 est le fusil MSG-90, qui comme son nom l'indique, a été mise en service en 1990. Cette variante est plus légère et plus robuste. Elle dispose également d'un canon plus court qui est fileté afin d'accueillir un modérateur de son ou un cache-flamme. Le groupe de détente a également été modifié, ainsi que la partie supérieure du couvre-culasse qui dispose d'un rail pour monter différentes optiques. Le MSG-90 dispose également d'organes de visée de secours. En effet, sur la version originale du PSG-1, le seul moyen de viser avec l'arme était d'utiliser l'optique montée sur le fusil. Cette optique était unique au PSG-1 et on ne pouvait pas la remplacer à cause de l'absence de rail sur le couvre-culasse. Seule la lunette Hensoldt ZF 6x42 PSG-1 était compatible. C'est une des raisons majeures du développement d'une nouvelle variante du PSG-1 en 2006, avec le PSG-1A1 qui permet de monter différentes optiques. Le levier d'armement a également été modifié pour ne pas interférer avec la nouvelle optique standard fournie avec le fusil. Cette nouvelle optique est fabriquée par l'entreprise allemande Schmidt & Bender. Aujourd'hui, plus d'une quarantaine de pays utilisent les fusils PSG-1 et MSG-90, et l'arme est toujours en production.
Maintenant qu'on a vu l'histoire de ce fusil de précision, regardons-le plus en détail. Le PSG-1 utilise la cartouche 7,62 par 51 mm et pèse un peu plus de 7 kg. C'est donc une arme lourde, mais ce poids lui confère de la stabilité et est principalement lié à son canon, qui est assez épais et qui mesure 650 mm. Ce canon est également flottant, c'est-à-dire que le garde-main ne le touche pas, augmentant ainsi son potentiel de précision. Le point important du PSG-1 n'est pas un handicap, car il n'a pas été conçu pour être une arme transportée longtemps. Il doit être placé par les forces de police à un endroit précis, et ne pas être porté pendant des kilomètres. Initialement, le PSG-1 était fourni avec la lunette Hensoldt qui a un grossissement de 6 fois. Son réticule est très simple et est illuminé. Il y a 2 tourelles sur cette optique, dont une pour compenser la trajectoire jusqu'à 600 mètres. Cette lunette paraît bien basique aujourd'hui, mais semblait être bien suffisante dans les années 80 et 90. La poignée pistolet et la crosse sont totalement réglables pour le tireur, et la queue de détente est élargie grâce à cette pièce, et dispose d'une vis pour régler la butée en fin de course. Une autre fonctionnalité unique de ce fusil est ce bouton, qui permet de fermer la culasse silencieusement. Pour l'utiliser, il faut relâcher doucement le levier d'armement et terminer le processus de verrouillage de la culasse en appuyant sur ce bouton. Ce système fonctionne de manière totalement analogue au poussoir d'assistance à la fermeture de culasse présent sur les M16 et ses variantes. On peut remarquer également que sous le garde-main se trouve un rail pour fixer un bipied ou d'autres accessoires. Le reste des contrôles est identique au G3. La sûreté est sur le côté gauche de la boîte de culasse, le bouton d'éjection du chargeur est sur le côté droit, et le PSG-1 dispose d'un levier d'armement classique présent sur la plupart des armes des Clore & de l'époque. Jetons désormais un coup d'œil au mécanisme de cette arme. Mécaniquement, le PSG-1 est assez similaire au G3 et à toutes les autres armes qui utilisent un mécanisme de verrouillage par galet. Ce sont ces 2 galets qui assurent le retardement de l'ouverture de la culasse. Néanmoins, ces galets ne sont pas conçus de la même manière que le G3 ou le MP5. Sur le PSG-1, les galets ne sont pas circulaires et ne tournent pas. Ils sont semi-circulaires, alors que sur les autres armes, ils sont sous forme de rouleau. Les galets du PSG-1 semi-circulaires vont permettre de se verrouiller de manière plus constante que le galet en forme de rouleau. Un verrouillage qui est le même pour chaque tir va permettre une meilleure précision. Tant qu'on observe la culasse, on peut remarquer que l'extracteur n'est pas le même que sur le G3. Il est plus petit. En revanche, je ne suis pas certain de la raison pour laquelle il y a une différence entre ces 2 extracteurs. Le groupe de détente est assez similaire à celui du G3 dans son organisation, mais ne fonctionne pas exactement de la même manière. Malheureusement, la coupe 3D n'est pas totalement correcte, donc je vais vous expliquer la différence entre ces 2 armes. Premièrement, la détente du G3 est correcte, mais elle dispose d'un poids de départ important et n'a pas été conçue pour le tir de précision. En règle générale, pour améliorer la qualité d'une détente, on peut soit changer le ressort du marteau pour un ressort avec une tension plus faible. Cela rendra la détente plus légère, mais au risque que le marteau n'ait pas assez de puissance pour entraîner la mise à feu de la cartouche. L'autre option est de polir le bec de gâchette et les pièces qui rentrent en contact entre elles lors de la pression sur la queue de détente. Le souci, c'est que si on polit trop ces pièces, on peut nuire au fonctionnement semi-automatique de l'arme. Si trop de métal a été enlevé du bec de gâchette par exemple, le marteau ne sera pas bien maintenu. Et, en cas de chute, l'arme peut tirer de manière accidentelle ou même tirer en rafale. Un échec de mise à feu ou des tirs accidentels n'étant absolument pas souhaitable, le PSG-1 dispose d'un groupe de détente avec 2 ressorts. Un premier ressort avec une tension faible pour assurer un poids de départ léger, et un deuxième ressort avec une tension plus importante qui va prendre le relais quand le marteau va tomber afin d'assurer l'efficacité de la percussion. Le processus de tir est somme toute assez classique. Quand l'arme est prête à faire feu, la sûreté est désengagée, la culasse est en avant verrouillée par les 2 galets et une munition est dans la chambre. Lorsque l'on presse la queue de détente, on va relâcher le marteau qui va s'abattre sur le percuteur à l'arrière de la culasse.
Ce percuteur va faire saillie et toucher l'amorce, engendrant ainsi le départ du coup. Les galets vont retarder l'ouverture de la culasse le temps que la pression des gaz se réduise. Ces galets vont alors s'effacer dans la culasse qui va pouvoir reculer et extraire l'étui grâce à la griffe de l'extracteur. Environ à mi-course, le porte-culasse va activer l'éjecteur, qui va se soulever et chasser l'étui par le port d'éjection. En fin de course, le porte-culasse va être stoppé grâce à un amortisseur à l'arrière, avant de repartir en avant sous la pression du ressort récupérateur. La culasse va alors chambrer une cartouche et se verrouiller. Et l'arme est ainsi de nouveau prête à faire feu. Ce système de tir avec ouverture de la culasse retardée par des galets était très commun sur les armes d'Heckler & Koch. C'est ce système qu'utilisent le G3, MP5, HK33 et bien d'autres. L'apparition de ce mécanisme de tir, qui ne nécessite donc pas de piston, date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le MKB Gerät 06, qui sera ultérieurement désigné STG-45. Cette arme était un prototype de fusil d'assaut développé par Mauser. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur ce fusil de précision iconique. Le PEG-1 était et reste un fusil de précision d'excellente qualité, qui, avec quelques modernisations, va continuer à être utilisé encore longtemps. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. J'en profite également pour remercier les quelques tipeurs qui me soutiennent, et d'ailleurs n'hésitez pas à les rejoindre.